En direct à LCN. Les serpents et les échelles, les montagnes russes. Là, l'expression du jour, c'est yo-yo dans le dossier des négociations dans le secteur public. C'est à nouveau l'entrée en matière de notre joute des analystes. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, jeudi, 14 décembre, encore beaucoup de négos sur la place publique. Hein. On écoute d'abord ensemble la présidente de la FAE. En ce moment, là, ça ne met pas de la pression sur la table de négociation. Ça fait juste monter la pression des profs qui sont dehors. Ils sont en colère, ils sont tannés. Ils ont l'impression de faire rire d'eux et d'être les dindons de la farce en ce moment. Alors, rien ne va plus. J'allais vous demander comment va votre pression à vous. Mais est-ce que c'est le jour où on comprend que les élèves seront à la maison jusqu'en janvier? C'est un peu ça, Mario? Il y a encore des scénarios où au milieu de la semaine prochaine, il pourrait revenir. Mais moi, sincèrement, tu y crois? Mon scénario optimiste que j'ai eu cette semaine, c'était que ça prenait une pleine semaine pour que ça vaille la peine de rentrer à l'école lundi, de travailler, de faire comme une vraie semaine. Si on rentre mercredi ou jeudi pour une couple de jours à la veille de Noël, on va faire de la révision, puis ça va être de la révision qui va être à reprendre de toute façon au début janvier. Fait que c'est comme des journées perdues. Et donc, oui, conceptuellement, il faut accepter qu'il n'y aura pas eu d'école ou d'école utile, même s'il y avait une journée ou deux, qu'il n'y aura pas eu d'école utile du 20 novembre dernier jusqu'au mois de janvier, cette semaine. C'est énorme. Sincèrement, c'est incroyable. J'ai pas d'enfants à toucher et je suis renversé, là. Ouais. On voit les scénarios possibles, là. On a vu le communiqué de Sonia Lebel aussi, là, qui est totalement renversé, surprise du ton de la FAE, qui estime qu'il y a eu des avancées importantes à la table, Paul. En même temps, effectivement, alors, tu sais, Sophie, vous parliez du jeu de yo-yo, du serpent et de l'échelle, mais il y avait un quiz à l'époque qui s'appelait « Qui dit vrai ». On est encore exactement à la même place ce soir, à 10 jours de Noël maintenant. Et c'est un peu paradoxal. La présidente de ce syndicat, Mme Hubert, que l'on voit là, dénonçait avec beaucoup de véhémence et de vigueur les propos du premier ministre du Québec, qu'elle appelait d'ailleurs par son nom aujourd'hui, sans le titre, c'est une chose. Mais en même temps, on disait, il joue aux montagnes russes, il joue avec les nerfs au fond de ses membres et tout ça. Pourtant, la même présidente du syndicat, vers la fin de sa conférence de presse, a admis qu'au fond, oui, les choses bougeaient dans le bon sens. Ce sont ses mots. Alors, elle parle de montagnes russes elle-même. Là. Comment peut-elle, en 20 minutes, dénoncer une situation où rien ne va et à la fin admettre que ça bouge dans le bon sens? Il y a vraiment de part et d'autre, il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment, Sophie. Moi, Sophie, j'en appelle à une greffe de micro. OK? Je vous le dis, là, je ne comprends pas, dans le contexte actuel, pourquoi, de part et d'autre, on ne s'est pas entendu en début de semaine. C'était parfait. Tout le monde était en grève cette semaine-là. C'est le moment idéal pour faire un pacte et dire, là, le monde, les parents sont à bout, les patients sont à bout, les grévistes sont à bout. On fait un blackout. 4 jours, 5 jours, pas un mot. On travaille, on livre la marchandise. Je ne peux pas croire que ça n'aurait pas aidé parce qu'en ce moment, à se répondre par conférence de presse et déclarations interposées, la seule chose que l'une et l'autre partie fait, c'est de mettre de l'huile sur le feu et de braquer davantage les syndicats d'un côté et la partie patronale de l'autre. Oui, il y a un jeu à travers ça aussi, là. Si on jetait ensemble un coup d'œil aux conditions de travail des enseignants, d'abord, en termes d'heures de travail, c'est 32 heures par semaine. Là-dessus, il y a 24 heures d'enseignement. Vacances et congés, ça nous donne, si vous accumulez un peu le tout, là, 3 mois à peu près par année. La FAE demande des meilleurs salaires, une meilleure conciliation famille, travail, vie personnelle, une composition de la classe plus équilibrée, ça c'est très important. Mais à savoir, là, en date de février, sur 3 ans, 4000 profs ont démissionné dans les écoles publiques québécoises. Il y a clairement un problème de fond à régler, là, et c'est le temps de le faire, non? Mais entre autres choses, parce que les écoles, le parc immobilier des écoles a été laissé pratiquement à l'abandon. C'est tellement dégradé. Il suffit de mettre le pied dans une école primaire ou secondaire, pas partout, mais dans certains endroits. C'est épouvantable. Rappelons-nous, là, on doit fermer des écoles à Montréal depuis quelques années parce que la moisissure, ça atteint des niveaux, la santé des enfants est compromise. Évidemment, ça ne fait pas des lieux de travail agréables. Ajoutez à ça la réalité aussi des enseignants, et c'est vrai.
Les classes sont de plus en plus lourdes. La doctrine d'enseignement qui a fait en sorte qu'on a mis tous les élèves, ou à peu près, dans les mêmes classes, y compris ceux qui avaient besoin de beaucoup d'accompagnement, sans qu'il y ait de l'aide additionnelle notable pour les enseignants. Ça fait en sorte... ça ne fonctionne pas. C'est un échec, cette doctrine-là également. Et tout ça, c'est ajouté là, pour éclater en ce moment. Beaucoup de choses sur la table, Mario, hein? Oui, mais tu sais, on veut tous que les conditions d'exercice, les conditions de travail des enseignants s'améliorent. Tout le monde veut une bonne convention, tout le monde aime les profs, tout le monde veut que ça marche. Moi, c'est un peu philosophique, c'est-à-dire qu'on vient de décrire les conditions là, de congé, de travail. C'est dur la classe, j'en conviens, il faut améliorer ça, la composition de la classe. Mais moi, dans ma tête, là, les grèves, ça a été inventé par des travailleurs, par exemple, dans les mines, là. À une époque où les gens mouraient, là. Les travailleurs mouraient, il n'y avait pas de fonds de pension, il n'y avait pas de santé-sécurité au travail, il n'y avait rien. Puis là, tu partais en grève parce que tu disais, là, l'année passée, il en est mort 18 sur l'équipe. Est-ce qu'on fait encore la grève dans le secteur public quand on est allé chercher la petite affaire de plus qu'il faudrait régler, Est-ce que là, quand tu prends la balance des inconvénients, où tu en es rendu en termes de qualité de conditions de travail puis de conventions collectives construites au fur des mesures des décennies, versus le dommage pour les enfants, tu dis là, t'es où dans la balance? C'est là, écoutez, je suis désolé, c'est là que moi je décroche complètement. Et c'est pas pour rien que dans le monde, dans d'autres provinces canadiennes, dans plein d'États américains, il y a toutes sortes de nuances sur le droit de grève dans le secteur public, puis le droit de fermer les établissements publics comme ça. Et notamment en ici éducation, au Québec, ce qu'on est en train de vivre, moi, sincèrement, ça me renverse. Les solutions avancées par le gouvernement, Emmanuel, il y a notamment les aides à la classe. Est-ce que c'est la panacée ou c'est une mesure limitée? C'est pas une panacée, c'est une mesure limitée. Et ça, même le gouvernement le reconnaît. Hein? Parce que les aides à la classe, c'est quoi? C'est prendre à peu près 4000 éducatrices qui sont dans les services de garde et qui, en ce moment, travaillent 15-20 heures par semaine, puis les amener à une charge complète, ce qui presque doublerait leur salaire, pour que ces gens-là aillent dans la classe... 1 heure, un avant-midi par semaine. Et c'est là que ça achoppe. C'est que tout le monde reconnaît que même si on prend 4000 éducatrices, qu'on les déploie à temps plein dans le plus de classes possible, oui, ça va être un renfort pour les profs. Oui, ça va aider, mais ça règle pas le fond du problème. Un enfant qui est dyslexique, c'est une orthopédagogue ou une orthophoniste dont il a besoin. Un enfant qui est autiste ou qui est désorganisé, c'est une intervenante spécialisée. Mais l'idée, c'est de faire le pont, le temps qu'on réussisse à renflouer le personnel spécialisé dans les écoles. Bien. Dans un instant, on en parlait en riant presque il y a quelques années. Hein. Ben, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle et que ça ne s'en vient pas à toute vitesse. Une chef d'antenne virtuelle, un bulletin de nouvelles créé entièrement par intelligence artificielle. Nos analystes brûlent d'envie de réagir. Restez. Autrement dit, Cube Radio. Ah, tu me parles d'une surprise dans les transports en commun à New York? Oui, les très célèbres transports en commun de New York, un réseau à la fois de métro, mais aussi de trains qui se rendent jusque sur l'autre rive, soit au New Jersey. Hein? Mais entre tout ça, ça transite pas mal, on le sait, dans la grosse pomme. Mais ce matin, il y a eu des passagers qui ont eu toute une surprise aux alentours de 10h30 parce que il y a eu un retard majeur, là, à peu près 45 minutes sur une station, entre autres la Newark Penn Station. Pourquoi? Il y avait quelque chose sur les rails, Mario. On pourrait venir, on se dit, bah, un objet. Non, un être vivant sur les rails, il est pas tout petit. Un buffle, Mario, un buffle aux longues cornes, même pas une vache, là, un buffle aux longues cornes, comme celle qu'on voit dans les documentaires animaliers, qui se trouvait, on ne sait toujours pas pourquoi, sur la rail du train, ce qui fait en sorte qu'on a dû tout ralentir et déployer quand même tout un périmètre. Là. Des agents de la Faune qui ont dû débarquer avec des fusils tranquillisants, qui ont dû le pousser à se rendre jusqu'à... Téléphoner à Anne-France Goldwater pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Voilà, c'est vrai. Ils ont appelé les gens de sauvetage Animal Rescue, les gens de Longueuil pour consulter. Et finalement, on s'entend là-dessus, on blague. Ils vont l'enlever, le métro reprend en 2028. Non, ils ont réussi à l'enlever, heureusement, pour les gens qui transitent dans ce coin-là. Là, on réussit donc à l'endormir avec des fléchettes tranquillisantes, puis à le soulever. Hein, c'est quand même tout un déploiement. Aller chercher un buffle, là, tu peux pas faire ça à main. Donc, on réussit à l'embarquer et vont l'envoyer dans un sanctuaire. Je ne savais pas l'histoire que tu me racontes, mais je l'ai vu passer sur des sites, sur des réseaux sociaux de gens qui s'intéressent à l'économie américaine, à Wall Street. La finance, la haute finance. À la finance, parce que hier et aujourd'hui, depuis que Jerome Powell a pris la parole,
C'est fou, la bourse aux États-Unis qui était mauvaise depuis à peu près 1 an et demi. Non, meilleure depuis 1 mois, là, mais là, elle a eu en 48 heures, en 2 jours, 2 journées de fou de forte montée. Et en anglais, à Wall Street, on appelle ça bull market. Bull dans le sens d'un bœuf, là, dans le sens quand le marché... Un effet bœuf. Oui, c'est ça, le bull market. Et donc, les gens disaient, ben là, bull market, on le comprend, il y a un bœuf sur les rails. Le bœuf est littéralement là. Mais là, j'avais vu l'image, puis je m'étais dit, est-ce que c'est une vieille image qu'ils ont repris? Est-ce que c'est une blague qu'ils font? Puis là, je comprends avec ta nouvelle que c'est vraiment ça, là, des journées de bull market. Il y avait un bœuf sur les voies ferrées du transport en commun. Très littéralement. Oui, très littéralement. Donc, on a réussi à l'enlever dans un petit sanctuaire, mais c'est quand même une nouvelle qui est spectaculaire là, par rapport à des arrêts comme ça de service. Donc, mais il n'y a aucun problème parce que je pense que New York, c'est la ville qui a le plus de steakhouse, des meilleurs steakhouse que je connaisse. Là. Ils l'ont envoyé dans un sanctuaire, Mario. Ils l'ont envoyé dans un sanctuaire. Tu considères pas qu'un steakhouse, c'est un sanctuaire pour un beau bœuf, là? Ça aussi, il faudrait demander aux gens de Longueuil, Mario. La réponse pourrait peut-être nous étonner. Faudrait aller vérifier. Merci, Alexandre. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Vous avez vu le reportage d'Olivier en début de bulletin. Hein? Ça fait peur. C'était dans les livres de science-fiction il y a quelques années. Là, on est en plein dedans. Un bulletin de nouvelles. Vous voyez ça, là, entièrement fabriqué par intelligence artificielle, par Channel One. Il y a eu Jade en Suisse, il y a eu Feda au Koweït. Là, les avatars, clairement, ont la cote, sont jamais malades, prêts de prendre vacances. Êtes-vous aussi terrifiés que je le suis, chers amis? Bien, pas loin. Oui. Moi, ce qui m'inquiète de tout ça, c'est que sur l'autel de l'efficacité, sur l'autel d'aller plus vite, sur l'autel d'une paresse intellectuelle absolue qui se répand dans la société à la vitesse grand V, mais on va donner à des algorithmes, à des programmes que l'on ne contrôle pas, on est rendu à lui octroyer tous les pouvoirs de ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain. La nuance, l'émotion, la peine. Et ça, c'est ça qui est épeurant, moi, je trouve. C'est qu'on n'est plus dans le fonctionnel de la robotique, là. On est carrément dans remplacer, essayer de remplacer l'âme humaine. Moi, je suis le plus vieux d'entre nous. Et quand j'étais plus jeune, la science-fiction, c'était ça. Des ordinateurs, enfin, c'était même pas des ordinateurs, mais des robots qui prenaient le contrôle de l'humanité. Ouais. Il y avait aussi des voitures volantes. Il n'y a pas de voiture volante en 2023, mais il y a, et là, ça s'en vient. Et ça s'en vient. Et c'est vrai, bon, pour, par exemple, oui, les présentateurs et présentatrices à la télé, mais dans combien d'autres métiers également? Où sera la vérité? Où sera l'humanité dans tout ça? Je serais curieux, moi, de voir ce qu'un ordinateur dirait en ce moment de toutes les nuances de gris qu'il y a à apporter dans le conflit de travail qui a cours au Québec. ChatGPT et ces programmes-là ne se prononcent pas sur les conflits de travail. Alors voilà. J'ai fait le test. Ou éventuellement manipuler. Et c'est là, et ça nous ramène au fond du débat actuel avec les grands médias sociaux versus les médias dits traditionnels. C'est correct, là, Facebook, Twitter et peu importe quoi. Mais il en demeure pas moins que le métier que l'on fait, nous, là, pour ce qui nous occupe, l'information qui est transmise, elle a été vérifiée par des professionnels 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ce qui fait en sorte que le taux d'erreur est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut retrouver ailleurs sur les médias sociaux. C'est ça, le journalisme. Ouais. Ça fait partie de ça. Et la modernité que l'on voit se profiler à l'horizon, pour moi, en tout cas, c'est très, très troublant. Elle est sans garde-fou, surtout. Oui, les risques de dérive à l'infini. La manipulation des esprits aussi. Ouais. Mario, c'est pas le prochain grand chantier, là, après la mise au pas des Google et Meta ce monde. Là, on pense au projet de loi C-18 à Ottawa, là. Mais l'intelligence artificielle, c'est certainement quelque chose qu'il faut encadrer. Là, on a ce faux bulletin de nouvelles, mais on a aussi dans les nouvelles aujourd'hui des reportages sur ce qui se fait en Chine, là, où ils font vivre les morts. Là, c'est-à-dire qu'on prend un mort, mais si on a enregistré un peu de sa voix, de son vivant, avec son image, les gens payent des entreprises qui créent une espèce d'avatar, puis tu peux continuer à jaser avec le mort après son décès. Là, il pose des questions, puis il te répond virtuellement. Donc là, tu te dis, OK, il est où le monde, tout le monde qui veut faire de l'argent avec
avec ce genre d'outils-là, jusqu'où ils vont nous amener. Alors, il y a vraiment un questionnement parce que j'appellerais ça, il va falloir domestiquer ça, là, en termes de civilisation. Il va falloir domestiquer les possibilités technologiques, que ça peut accélérer des processus, améliorer nos vies. Ouais. Mais on n'est pas toujours bon au début pour domestiquer les technologies. C'est souvent fait des bêtises en chemin. Là. Les dérives qui peuvent s'en suivre. Là. J'ai encore plus peur. En terminant avec une bonne nouvelle, hein? La bourse qui est en feu, et c'est lié à ce qui s'est passé aux États-Unis. La Réserve fédérale qui a dit hier qu'elle prévoit 3 baisses de taux d'intérêt en 2024. Disons que le discours du président Powell a dopé les marchés. Là. Pendant 1 an et demi, quand le président de la Fed prenait la parole, dans l'heure qui suivait, la bourse plantait parce qu'on avait toujours peur, les taux d'intérêt allaient augmenter. Et là, on a clairement changé de cycle. Fait que, oui, c'est ça. Fait que les gens qui ont acheté, qui ont gardé la foi, qui ont acheté pendant que c'était bas, sont de bonne humeur cette semaine. Mais c'est une bonne nouvelle, on en a besoin tout le monde, au fond. Et puis, donc, il y a une possibilité 2024, donc, qu'on contrôle l'inflation sans qu'il y ait une récession et les pertes d'emploi, les difficultés financières, économiques qui s'en suivent pour l'essentiel, en tout cas parce que dans le passé, ça a déjà été très, très grave pour tellement de familles. Donc, c'est possible que ça arrive en 2024. Surtout très agréable. Dans un contexte où c'est la perception de ce qui va mal dans l'économie qui accentue cette espèce de mauvaise humeur généralisée, d'anxiété. Bien là, si ça se met à aller un peu mieux, peut-être que ça va... Le marché d'émotions. Hein. En tout cas, toujours très agréable de discuter avec de véritables êtres humains. Je vous retrouve lundi si je suis encore là, parce qu'on ne sait jamais, pour être remplacé par un avatar. On le souhaite, Sophie. Autre nom. Bonne chance. À lundi. Au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée. On se retrouve demain pour la dernière de 2023. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.